Hier après-midi, je cherche notre DGS. Hier après-midi, on a donné normalement les directives claires ont été données pour tout le monde là. Voilà, ça commence à, voilà. Oui, mais on a travaillé le document, il a commencé à être élaboré. Voilà. Les mesures barrières, tout ça c'est à peu près, voilà. Mais il y a eu ça vous paraît clair? Oui, bien sûr, au début. Tout le monde a fait comme ça. Ça clarifie énormément les choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il va être évolutif. On sait qu'on va changer de niveau, 2 à 3. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait des consignes qui sont homogènes. On parlait de l'homogénéité au sein d'une région. Le docteur Alvan chapeaute les 42 EHPAD. Et c'est très important d'avoir aussi une homogénéité entre les différentes ARS. Et là, depuis hier soir, maintenant, on a la même doctrine partout. Oui, il y a un cadre clair. Bien Après, il faut que la communication soit vraiment homogène. Et ça va arriver. Mais c'est vrai qu'on a été très... Où sont vos points d'interrogation? Sur de la communication homogène de toutes les ARS et de toutes nos structures tutelles. Donc ça, on l'a depuis hier soir. Voilà. Donc on a le socle pour avoir une communication homogène depuis hier soir. Oui. Voilà. Là, c'est bien. Mais sur les mesures, tout est clair? Sur les mesures, c'est clair, niveau 2, ce qui n'est pas encore clair, niveau 3. Notre inquiétude, c'est la durée. C'est pas tant l'épidémie, je pense qu'on sait faire, c'est la durée de l'épidémie qui est... Ça sera exactement pareil en niveau 3, voire encore renforcé, parce qu'on a vraiment envie de mettre sous protection maximale ce type d'établissement. Oui, mais donc toutes ces inquiétudes sous protection maximale, c'est combien de temps, quid des admissions, puisque nous, normalement, pour libérer les hôpitaux, on va nous demander d'admettre, donc ça veut dire qu'on va prendre en charge des patients à risque. Que devient avec les accueils de jour, qui font des allers-retours entre la ville et l'établissement. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui, pour 8 jours, on trouve des solutions, pour 2 mois, ça sera plus compliqué. Vous avez beaucoup de pensionnaires, si je puis dire, qui... vont en ville. Font des allers-retours, bien sûr. Les hébergements temporaires, si on a toujours... Qui est entre quelques jours et quelques semaines, ce que vous me disiez. Voilà. C'est répit et sortie opératoire. Voilà. Oui, souvent, c'est quand même des résidents qui font... qui ont des allers-retours entre l'hôpital, zone à haut risque, et nous. Donc après, c'est comment on confine quand on a un risque. Voilà. Ça, c'est vraiment les inquiétudes des médecins et des équipes. La particularité de cette épidémie, c'est qu'on s'apprête à durer pendant, à la prendre en charge pendant 2 mois, là où une épidémie de grippe, maintenant, c'est 15 jours, 3 semaines, peut-être. Voilà. Donc, il faut vraiment... Le pic. Il faut qu'on se prépare à 2 mois. Ce qui est très important, ce qu'on disait, c'est qu'on travaille sur des logigrammes aussi, en fonction des situations, pour que tout le monde sache la réaction face à une situation donnée. Il y a les instructions écrites, si je puis dire, et il y a les logigrammes qui sont vraiment aujourd'hui très appropriés par les équipes. Et c'est ça qu'on doit sans doute encore stabiliser. Peut-être, Monsieur le Président, juste signaler, parce que moi j'étais venu en décembre, qu'il y a quelques semaines, c'était la grève, et qu'il y a ici beaucoup de personnel qui ont dormi ici, y compris, pour pouvoir faire la prise en charge pendant la grève des transports. Donc c'est vrai que l'endurance, elle est aussi de ce point de vue-là. Voilà. Et je dirais notre autre question, c'est la prise en charge médicale du quotidien de nos maisons de retraite, les autres pathologies. On a des médecins traitants qui deviennent surchargés et qui ont du mal à venir. Hier, on a eu une dame qui est tombée dans sa chambre avec suspicion de fracture. 30 minutes d'attente au SAMU pour obtenir il a fallu une saturation. Et c'est une dame, alors c'est une première, mais on vient de m'appeler l'hôpital pour qu'on la récupère 48 heures avant sa chirurgie. Voilà. Il y a aussi cette problématique-là, c'est que les hôpitaux vont être surchargés et vont faire appel à nous aussi en relais de... Beaucoup plus avec la difficulté derrière sur les personnes qui sont les plus fragiles ou les plus à risque, de savoir comment on protège. Il y a un circuit... Enfin, à l'hôpital, les circuits ont été bien travaillés là-dessus. Et après, ce sera différencié selon le risque et les expositions. Mais on fait dans nos maisons le circuit. Parce que déjà, le personnel, on a quand même un peu moindre qu'à l'hôpital. Les familles, la vie sociale, on ne peut pas non plus fermer nos maisons pendant 2 mois. Non. Maintenant, ça fait partie des messages d'hier. Voilà. C'est que collectivement, on va être plus restrictif. Il faut qu'il y ait une discipline. C'est-à-dire limiter les visites qui sont inutiles, prendre les protections sur les mesures barrières, essayer de ne pas exposer à des enfants ou à des proches qui peuvent être porteurs. Donc ça, c'est une discipline collective qu'il faut se donner. C'est la durée qui va être compliquée. Oui, bien sûr. Et on a eu... Mais de toute façon, c'est un phénomène nouveau, donc il faut collectivement qu'on s'y projette et que
Et on a pris des mesures pour vraiment libérer nos salariés. On a supprimé les formations, supprimé tout déplacement professionnel à l'échelle nationale pour vraiment mobiliser complètement nos salariés. On a aussi les enjeux des transports, des écoles, des crèches. On ne veut pas non plus que nos salariés soient mobilisés. On l'a reprise durant la période de grève où effectivement certaines de nos salariés ne pouvaient pas venir parce qu'elles n'avaient pas de système de garde. On a quand même beaucoup, nous, compte tenu des loyers élevés sur Paris, on a quasiment personne qui habite Paris. Donc elles habitent en banlieue. Souvent, le RERB, on en parle beaucoup, mais c'est une réalité très quotidienne qui fait que voilà, on doit être très souple. Alors il y a une entraide entre elles. Durant le temps de grève, on n'avait qu'un absent par jour, ce qui est, vu par moi, rien, mais c'est vraiment leur travail, c'est formidable, voilà. Avec en plus une entraide, toi tu as des enfants, moi je viens travailler, enfin vraiment, je trouve que c'est remarquable, compte tenu des difficultés qu'elles ont au quotidien. On a beaucoup de familles monoparentales, avec des enfants d'âge. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment une inquiétude qu'on a, c'est dans cette phase 3, c'est quid, effectivement, des crèches qui fermeraient. C'est le reste de la vie, bien sûr. Voilà. Parce que dans ce cas-là, nous, on n'aura pas la ressource de fermer éventuellement, au contraire, puisqu'on devra peut-être admettre d'autres personnes du domicile ou autres qui seront un petit peu en difficulté. Donc ça, c'est vraiment une interrogation qu'on a et pour laquelle on n'a pas encore... c'est le fonctionnement en mode dégradé sur plusieurs semaines que l'on craint. Oui, mais vous avez raison. Oui, sur 2-3 jours, on sait faire sur une semaine, même sur 2. Exactement. Ça va être compliqué. C'est un peu qu'on craint cela. Dites-moi un peu en termes de fonctionnement et de... Alors, ce que je crains, c'est effectivement, si on est en phase 3, d'avoir une réduction de personnel vraiment importante. Il est vrai que... depuis plusieurs mois, on réorganise en permanence les plannings et c'est une source d'inquiétude pour les équipes de direction et les cadres de santé. Parce que malgré tout, il faut qu'on fasse face aux frustrations des soignants qui sont fatigués, usés et qui ont besoin d'être encouragés. Donc il est vrai que si de manière drastique, on devait se retrouver avec 30-40% de soignants en moins, il va falloir travailler sur en raison des conséquences sur la vie. Oui. Mais pour que ce soit clair, je parle sous le contrôle du DGS comme toujours. La phase 2, on essaie de ralentir l'épidémie. La phase 3, quand elle sera là, on va prioriser sur les publics les plus fragiles. Et c'est pour ça que c'est des endroits comme les vôtres. Mais sur la vie sociale, et pour vous, on est aussi très vigilant, et on l'a été en phase 1 et phase 2, à avoir des mesures qui sont proportionnées. Vous avez vu d'autres pays ou d'autres régions qui ont tout fermé. Pourquoi on ne ferme pas tout? Parfois, les gens nous demandent. Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants. Parce que si on ferme toutes les écoles, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne qui peut... C'est aussi pour ça qu'on est proportionné. La phase 3, de toute façon, l'épidémie sera là. Donc la phase 3, elle sera moins mordante, si je puis dire, sur la vie quotidienne. Le sujet qu'on aura à gérer, c'est de bien, en effet, protéger les plus vulnérables, les plus fragiles, personnes âgées, personnes très démunies, personnes avec des facteurs de comorbidité. Et l'autre point qu'il faudra un moment gérer, et sur lequel on est en train de travailler en termes d'organisation, c'est quand les personnels soignants exposés seront eux-mêmes malades. C'est ça le principal sujet. Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non, c'est très important ce que vous dites. Il y a à la fois qu'est-ce qu'on fait si le personnel soignant est malade, et donc, par principe, il ne vient pas travailler. Et qu'est-ce qu'on fait si on a des malades au sein de l'établissement? C'est ces deux craintes qu'il faut anticiper. Travailler en mode dégradé, ça on sait faire. On sait faire. Puis, quand on a eu la chance d'avoir travaillé en gériatrie depuis de nombreuses années, on a connu quand même des temps où on était moins nombreux dans les services. Donc ça, on sait faire. Par contre, c'est la durée. Voilà. Là, par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille autrement, revoir aussi un petit peu nos soins. Peut-être qu'on va avoir une diminution de certaines habitudes. Il y a certaines habitudes. Tous les soins médicaux qui peuvent être reportés sont reportés. Voilà, tout ce qui est programmable. Bien sûr, c'est exactement ce que vous avez d'ailleurs décrit, c'est ce qu'il faut faire. Mais par rapport à la phase 3, je ne veux pas que vous nourrissiez des inquiétudes qui sont, je veux dire, sur la vie quotidienne et le reste. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on nous disait, c'est il va falloir prioriser. La phase 3, au fond, notre sujet, ce sera plus de dire on doit ralentir une épidémie qui est là, mais ce sera de dire comment on priorise à ce moment-là les personnes qui sont les plus fragiles pour avoir le moins de mortalité possible et comment on réorganise collectivement les choses, parce que, comme vous l'avez dit, tout le système sera sous tension, l'hôpital, mais aussi la médecine de ville, les établissements comme le vôtre. Et donc, il faudra trouver, pendant plusieurs semaines, avec beaucoup de résilience, des modes de fonctionnement
où on passe cette épidémie en protégeant nos plus vulnérables, en particulier nos aînés. Et où le confinement n'est pas excessif, il n'y a pas de psychose. Peut-être effectivement éviter de verrouiller, comme on l'a fait dans certains pays, où après on a des difficultés. Il faut pouvoir tenir. Ouais. Ce que vous disiez très juste, vous projetez. Et donc si on prend des mesures qui ne sont pas tenables dans la durée, parce que personne ne pense que ça va durer 2 jours. Si on prend des mesures qui sont très contraignantes, à un moment donné, c'est pas tenable dans la durée. Si c'est pas tenable dans la durée, il faut revenir en arrière. Si on revient en arrière sans qu'il y ait des justifications scientifiques, là on crée de la panique. Parce que si on ferme toutes les écoles, il y en a beaucoup qui ne pourront plus venir travailler. Et donc, dans 15 jours, ou même 8 jours, on devra dire on rouvre les écoles pour que les soignants viennent travailler. Les gens vont dire pourquoi vous rouvrez les écoles s'il fallait les fermer il y a 15 jours. Donc, vous voyez, il faut à chaque fois essayer de se projeter comme vous le faites. Dites-moi un peu comment vous voyez les choses. Alors, moi, je travaille sur ma feuille de jour. Oui. Du coup, alors je limite au maximum. On limite globalement nos allées et venues à l'EHPAD, mais on sait que potentiellement, peut-être on fermera et on sera appelé à travailler sur l'EHPAD. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Après, pour le reste, on essaye d'être le plus normal possible pour assurer aussi les gens qu'on reçoit. Ouais. Évidemment, on ne se serre pas les mains, on se lave les mains tout le temps, etc. Mais bon, ils comprennent et il y a un peu de tout. Il y a des gens inquiets, d'autres qui s'en fichent un peu. Enfin, voilà, on fait... Voilà. Vous voyez tous les profils, c'est vrai ? Oui. Je pense qu'ils en ont vu d'autres aussi. Et que, voilà, donc... il y en a qui disent... Il y a des familles aussi qui font... Oui, alors oui, on commence à avoir... pas beaucoup pour l'instant, mais qui ont des questions, effectivement. Et notamment de savoir si on est susceptible de fermer. Donc, pour l'instant, on sait que c'est possible, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, on rassure tout le monde, effectivement. Oui, c'est par rapport aux visites et aux accueils, ça. C'est une porte d'entrée. Oui, bien sûr. Potentielle. Même si on a limité, puisqu'avant, les personnes de l'accueil de jour mangeaient par exemple à l'EHPAD. On a arrêté ce système-là, ils mangent maintenant à l'accueil de jour, pour limiter justement les risques potentiels. Séparer les publics qui sont les plus exposés à l'extérieur. Tout comme c'est un personnel dédié qui est à l'accueil de jour. Voilà, on essaye de encore une fois, sans tomber dans un excès, mais de prendre des mesures de bon sens, on va dire. C'est ça, c'est ce qu'il faut. On a stoppé les sorties culturelles à l'extérieur, et puis les activités intergénérationnelles aussi. Oui, avec les enfants. Ouais. Bah oui, c'est un peu dur, mais c'est... Apparemment, ils sont porteurs assez vite. Peut-être que la directrice pourrait le dire, mais c'est aussi important de dire que le lien qui est fait, par exemple, avec la CPTS, c'est aussi nos autres politiques. Quand on va devoir faire de la prise en charge avec la médecine de ville, ça sera aussi très précieux d'avoir noué ces liens-là avec la médecine de ville. En tout cas, de développer l'EHPAD du territoire qui s'inscrit vraiment dans cette notion de quels sont les besoins du territoire et comment on peut y répondre. Et donc pour ça, on a travaillé, alors c'est vrai qu'on travaille sur l'outil Terrisanté qui permettra effectivement normalement sur un territoire de pouvoir échanger des données médico-sociales pour éviter les ruptures dans les parcours. Mais à travers cet outil qu'on déploie avec les CPTS du 13e et du 14e, mais aussi les hôpitaux, la Pitié-Salpêtrière, Cochin, Saint-Joseph, c'est aussi de travailler sur des modèles d'accompagnement pour des personnes, pour là aussi éviter les hospitalisations, mais éviter aussi les ruptures. Enfin, tout ce dialogue-là, à la fois pour les aider, mais aussi pour les aidants. Cette notion des aidants, nous, depuis bien longtemps, on en a tenu compte, parce qu'on estime qu'effectivement, quand on accueille un résident, on accueille aussi son aidant. Confirmé ? Ah oui. Quelles sont vos inquiétudes ? Pour le moment, je suis assez détendue parce que je pense qu'il y a aussi une bonne communication et des choses qui vont être mises en place assez rapidement avec tout ce qui est la protection, la barrière. J'ai bien, voilà. Ce qu'on fait déjà, de toute façon, en temps d'épidémie classique de grippe, pour des bronchites, etc. Donc, sauf que là, on a une communication plus étendue et au niveau des familles également. Et je trouve que c'est quand même très important parce que les familles se prêtent aussi au jeu, parce qu'ils comprennent la nécessité, l'importance, là pour le coup, par rapport à ce qu'on a habituellement.
Donc c'est rassurant pour nous. Moi après, les inquiétudes c'est de ne pas pouvoir venir travailler. Donc chez moi je suis derrière mon conjoint et mon petit garçon qui est à la crèche, qui ne déroge pas. Donc c'est lavage des mains, solution hydroalcoolique. Et puis on essaye surtout dans les transports. Moi mon inquiétude c'est surtout dans les transports parce que j'ai pas d'autres moyens de me rendre. Vous prenez quel transport en commun? Le métro, le RERB. Ce matin j'en ai eu triste.